Merci Franck, merci Amélie, merci Patrice et puis aussi Arnaud, qui m'accueillait même presque aphone. Parfois l'aphonie est une chance, mais pas toujours. Je dois vous confier quelque chose. Avec ma femme, nous vivons ensemble depuis bien longtemps, nous avons voulu tenter une expérience encore jamais faite, c'est celle du virus des voies respiratoires commun, un virus commun. C'est spectaculaire, c'est très efficace, ça ne passe pas avec les fêtes, mais enfin voilà, me voici tout de même et je crois que nous allons pouvoir nous entendre. Merci vraiment pour cette nouvelle invitation, merci pour cette fidélité à votre projet qui est un projet extrêmement important, pas simplement sympathique, évidemment intelligent, mais aussi très important au sens de la culture, de notre culture occidentale, de la culture européenne de façon générale. Le travail philosophique est probablement le travail absolument indispensable. Et puisque vous êtes là, vous avez compris que ce travail philosophique, il n'est pas confisqué par les philosophes de profession. Mais que le travail philosophique, c'est un travail citoyen, fondamentalement, même si, à certains moments, ce travail philosophique, c'est vrai, peut prendre des dimensions peut-être plus techniques, que nous allons d'ailleurs travailler ensemble durant ces semaines. Alors, très concrètement, c'est vrai que le programme de ces 6 conférences tourne autour du sens, vous l'avez compris, et du sens qui travaille. Je ne suis pas assez boulanger pour vous faire un cycle de conférences sur le travail du levain, mais on ne serait pas surpris de savoir que le levain, ça travaille. Eh bien, je vous annonce, peut-être le saviez-vous, que le sens, ça travaille. Ou bien ça ne travaille plus, et ça s'appelle l'absence de sens, ou le sens mort, ou peut-être tout simplement le non-sens. Le sens, ou bien ça travaille, nous allons le voir avec les philosophes, mais aussi avec quelques spirituels, ou alors le sens, c'est une fiction, c'est une représentation, c'est pas quelque chose véritablement de vivant. Alors pour essayer de vous convaincre, et peut-être surtout pour essayer d'éveiller en vous des objections, parce que c'est ça qui fait notre amitié, vous le savez, c'est le fait que nous ne sommes pas d'accord, mais de façon courtoise et intelligente, c'est ça l'intérêt, je trouve. Bon, eh bien, je voudrais envisager plusieurs situations, vous les avez à l'écran, c'est le programme des différentes conférences de cette série. La séance d'aujourd'hui sera plutôt du côté de la logique et de la linguistique, parce que nous allons partir de la situation peut-être celle qui saute aux yeux, qui est le sens du langage, hein, et qui nous fait dire de temps en temps, tiens, que signifie ce mot ? C'est quoi le sens de ce mot ? C'est une question de sens, effectivement. Mais de là, nous irons, dès dans 15 jours, dès la prochaine séance, nous irons voir du côté de la philosophie et du sens du monde en particulier, en trouvant 2 auteurs, un qui est très très bien connu, qui s'appelle Heidegger, que vous connaissez, que vous avez déjà rencontré dans ces conférences, et puis un autre qui est nettement moins connu, mais que nous commençons à découvrir du côté du public francophone, qui est Hans Blumenberg. Nous reviendrons de ce côté-ci du Rhin, si je puis dire, pour la séance 3, avec Paul Ricoeur, qui nous permettra d'aller plus loin du côté du sens de la métaphore. Ça sera l'occasion de discuter avec un peu d'intensité la question de savoir si le sens est toujours vrai. Parce qu'après tout, est-ce que le faux n'est pas une forme de sens ? Mais si c'est vrai, alors qu'est-ce que ça peut signifier de dire, par exemple, que ma vie a du sens, même si c'est un sens complètement bidon ? C'est ça que ça signifie. Donc, est-ce que le sens est toujours du côté du vrai ? Dès ce matin, rassurez-vous, Aristote, qui vient de très loin pour nous le dire, Aristote nous dira non, le sens est au-delà peut-être du vrai et du faux. Alors, si nous avions besoin d'un bref traitement, parce que tout ça va nous déstabiliser, ce sera la fonction de la 4e séance qui sera consacrée au freudisme, à la pensée philosophique de Freud, au sens dans l'interprétation psychanalytique. Et puis nous aurons un passage qui, pour moi, est important, du côté de la rencontre avec la pensée de Lévinas, et peut-être à ce moment-là l'occasion de découvrir que le sens a quelque chose d'égoïque, sinon de narcissique, c'est-à-dire que le sens serait peut-être spontanément toujours mon sens. Alors que précisément, les jours que je viens de passer, de façon nouvellement conjugale avec mon épouse, toussant de façon particulièrement harmonieuse, nous a fait comprendre que le sens, c'est parfois le sens de l'autre, et que ce sens de l'autre ne va pas de soi, précisément,
Qu'est-ce que c'est que ce sens que j'appelle ici, décentré, un sens décentré. Phénoménologiquement, ça serait une notion importante. Nous terminerons avec la pensée de Viktor Frankl, que j'essaie de travailler depuis 2 ans maintenant de façon systématique, qui a beaucoup de choses à dire sur le sens du vivre de façon plus générale. Si tout ça vous garde en appétit, eh bien, je vous propose d'entamer tout de suite cette première conférence et de voir à la lumière, c'est vrai, d'Aristote, mais peut-être davantage de Ferdinand de Saussure, le linguiste genevois du XXe siècle, ce que sont ces fameuses significations au pluriel du sens. C'est une façon de voir, évidemment, qu'il y a du pluriel dans le sens, même si, vous l'avez remarqué en français, le mot sens est suffisamment discret pour le dissimuler. Alors, il faut que je m'explique tout de même, sans tomber dans le péché mignon des professeurs académiques de mon âge, c'est-à-dire ceux qui entament leur dernière année académique, parce que c'est mon cas, qui est la tentation, mignonne pour certains, mais qui peut être très agaçante, de l'autobiographie. Vous l'avez peut-être d'ailleurs remarqué, les souvenirs autobiographiques, ça devient de plus en plus long à mesure que le temps passe, ce qui n'est pas forcément une bonne nouvelle. Ce qui n'est pas forcément le cas non plus des photos de vacances qu'on impose à ses voisins. Mais dans le cas de l'autobiographie, c'est malheureusement le cas. Ça n'empêche que, pour moi, et c'est dans ce sens-là que j'ai accepté cette invitation cette année, pour moi, ça a du sens, entre guillemets, de boucler la boucle, sans qu'on sache toujours très bien ce qu'il y a dans le paquet. Mais enfin, de boucler la boucle, ça signifie de revenir d'une certaine manière à mes sources, c'est vrai, liégeoises. Franck a raison de ce point de vue-là, puisque j'ai été formé à Liège. Mes sources liégeoises du côté de la philologie romane, et notamment de ce qu'on appelait à l'époque, c'est moins net aujourd'hui, l'école liégeoise de l'analyse textuelle. Peut-être que certains d'entre vous s'en souviennent un peu. La question qui était posée par ces philologues, qui étaient quasiment encore... Vous les aimez certainement, les Liégeois. Moi, je les ai beaucoup appréciés aussi, même si je n'en suis pas. Mais c'est vrai, ces Liégeois qui ont quand même toujours un peu quelque chose du 19e siècle. Et c'est évidemment une qualité. Et ces Liégeois qui étaient mes professeurs à l'époque avaient gardé du 19e siècle le sens de la philologie, la découverte des sciences du langage, et donc une espèce de robustesse scientifique par rapport à des 12 allumés qui se trouvaient à Louvain à l'époque, pas encore Louvain-la-Neuve, des 12 allumés, ou peut-être à Bruxelles, qui se lançaient du côté du structuralisme, par exemple. Les étudiants comme moi, qui faisaient les études de philologie romane à Liège, devaient travailler cette analyse textuelle, qui était une discipline assez difficile et qui nous demandait de comprendre comment on lit. Comment lit-on un texte? Qu'il s'agisse d'un texte de Verlaine ou de Baudelaire ou un texte de prose de façon générale, qu'est-ce que lire? Je ne vous cache pas que cette question reste ma question. Alors, comme je ne me prénomme pas Henri, je n'irai pas jusqu'à penser qu'un philosophe n'a qu'une seule question philosophique, mais enfin, c'est vrai que dans le fond, au fond du fond, dans tous les questionnements que je peux développer, c'est toujours cette question, mais qu'est-ce que lire? Et d'une certaine manière, ça a été quelque chose que j'ai appliqué à l'histoire, puisque nous y reviendrons un petit peu plus tard dans le cours de ces conférences. Vous avez sans doute entendu parler au Moyen-Âge d'un mouvement philosophique qui s'intéressait à la façon dont on lit l'écriture. Et cette question n'était pas purement stylistique, parce que c'est au fond la question de la politique de la réforme. Après tout, la réforme, c'est quoi? C'est une crise largement instituée sur base de comment peut-on lire la Bible. Soit je la lis comme je lis Marcel Proust, à l'époque c'était rare, mais enfin c'était ça l'idée, c'est-à-dire que je le lis à ma manière, soit je dois passer par les manuels, par les commentaires, c'est-à-dire par la tradition. Ces enjeux-là restent absolument fondamentaux, vous le savez, pour d'autres religions monothéistes aujourd'hui. C'est toujours de cette question qu'il s'agit. Comment lit-on la Torah, comment lit-on le Coran? On en est toujours là. Donc cette question, elle était tout à fait fondamentale. Et le moment venu, c'est vrai, au début des années 80, participant un peu de la mode, de l'avènement des neurosciences, aussi à Liège d'ailleurs, eh bien, nous nous sommes demandé ce que c'était que la dimension neuroscientifique de la compréhension. Et ça a été à l'occasion de la publication de mon deuxième papier sur ce qui s'appelait à l'époque le bon sens des aphasiques, où on avait remarqué la chose suivante, à savoir que quelqu'un qui a une lésion droite
de l'encéphale, alors qu'il n'est pas aphasique, une lésion droite de l'encéphale alors qu'il est droitier, eh bien cette personne devient incapable de comprendre une métaphore du style « j'ai le cœur lourd ». Cette notion-là est assez intéressante parce que qu'est-ce que c'est que comprendre une métaphore « j'ai le cœur lourd » et le comprendre comme il est triste, hein, ou peut-être il est un peu peiné, ou il est un peu fatigué, ou tout à coup il fait une espèce de bloc cardiaque, ou il fait de l'hypertrophie cardiaque, c'est évidemment tout à fait différent. C'était assez intéressant d'observer que des patients qui ont une lésion qui n'est pas dans les zones habituelles du langage, ces patients-là deviennent incapables de comprendre des métaphores, ont des troubles de signification, mais comme s'il y avait une signification linguistique entre guillemets normale, qui serait dans l'hémisphère gauche, et une signification linguistique anormale, sinon esthétique, peut-être musicale, voire iconique, qui serait dans l'hémisphère droit. Depuis, on a évidemment beaucoup progressé, mais c'était le balbutiement de ces questions. C'était une façon de vous dire que pour moi, la question « qu'est-ce que lire ?» Qu'est-ce que c'est lire et trouver du sens? Qu'est-ce que c'est que donner du sens à une version grecque? Quand on traduit, par exemple, et ça a été une partie de mon travail, de traduire des auteurs, ça signifie des choses extrêmement larges qui dépassent de très loin, bien entendu, les murs d'un département de philologie ou de traductologie. L'horizon, me semble-t-il, l'horizon de ce questionnement un peu trivial, qu'est-ce que lire? Cet horizon, il est un horizon profondément anthropologique. Avec Ernst Cassirer, que j'ai déjà mentionné avec certains d'entre vous ces différentes années, avec Ernst Cassirer, on peut se dire qu'une bonne définition de l'être humain, elle vaut en tout cas certaines autres. Une bonne définition de l'être humain, c'est de considérer d'abord qu'il est un animal, ce qui est déjà une chose absolument extraordinaire, à savoir un organisme vivant qui possède une série de dispositifs mentaux qui le distinguent du végétal, par exemple, et qui lui permettent une vie communicationnelle, comme la plupart des animaux domestiques, remarquez-le. Donc c'est une position aristotélicienne extrêmement intéressante, mais il y aurait, sinon une rupture, en tout cas une espèce de développement particulier chez l'être humain, puisque cet animal serait, dit Cassirer en 1945, serait symbolicum, symbolique. Alors là, il faut bien s'entendre, évidemment. L'animal symbolique, ça ne veut pas dire qu'il est particulièrement symbolique de l'évolution, hein, ce n'est pas ça que ça veut dire. Ça signifie qu'il est un animal qui est non seulement omnivore, ce qui est vrai, et ce n'est pas vrai de tous les animaux, il peut manger un peu de tout. C'est un animal, effectivement, qui est relativement capable de rouler à droite ou à gauche, selon les indications des pays. Ce n'est pas toujours vrai non plus des autres animaux, c'est d'ailleurs pas vrai de tous les êtres humains non plus. Mais en tout cas, c'est en tout cas un animal symbolique, c'est-à-dire une espèce d'organisme vivant, et c'est là que nous devons nous entendre, qui va sécréter, pas simplement de l'insuline, ce qui est bien utile, pas simplement de la neurohormone, ce qui est très très utile aussi, mais du symbole. Qu'est-ce que c'est que cette anthropologie philosophique qui va nous permettre de considérer que cet animal symbolique sécrète du symbole? Nous entrons évidemment dans le vif du sujet de cette première conférence, mais je ne veux pas abuser des points de suspension, mais je crois qu'ils sont très utiles, et pas simplement pour soutenir ma voix. Vous sentez que se joue ici, l'air de rien, une décision très importante du point de vue théorique. Parce que, ou bien je nous emmène collectivement, mais je compte sur vos questions, hein, je nous emmène collectivement vers une anthropologie perspectiviste, où l'être humain est un animal formidable. Ce n'est pas un truc spirituel. Non, non, c'est un animal très sophistiqué. Ça tient bien la route. Et c'est un animal très sophistiqué qui a un certain rapport au monde, qui est un rapport qu'on va nommer symbolique. Et tout ça est purement perspectiviste, c'est-à-dire projectif. C'est-à-dire que c'est l'être humain qui projette ça sur un monde. Il n'y a aucune perspective, si on peut le dire, aucun point de vue réaliste. Ça, c'est un premier mode de faire, que je vais nommer nietzschéen pour faire trop vite. Ou alors nous décidons les choses un peu autrement en disant, il se fait que cette capacité de projection symbolique, cette capacité de Sinngebung, comme dira la phénoménologie, cette capacité de donner du sens, de faire du sens,
correspond correspond à quoi? À quelque chose que nous devrions nommer la réalité. Ce qui signifierait au bout du compte que le sens n'est pas que du côté de l'humain, ce que je suis en train de vous dire depuis le début, mais que ce sens aurait quelque chose à voir avec la structure même, inhumaine, si je puis dire, non humaine, de la réalité. Est-ce qu'il existe un monde du sens qui ne soit d'ailleurs pas simplement logico-formel et qui ne serait pas non plus simplement le monde des essences platoniciennes? C'est une décision métaphysique évidemment très très importante. Parce que la question qui va nous brûler les lèvres, peut-être déjà, mais tout à l'heure en plus, et au fil des semaines, qui est la question du sens de la vie, du sens de ce qu'on fait, eh bien, cette question reçoit tantôt une réponse purement circulaire en disant « je donne du sens à ce que je fais d'une certaine manière parce que ça me plaît bien, et au bout du compte parce que je suis un gentil garçon aux yeux de mon papa et de ma maman ». Enfin, on peut avoir toutes sortes d'explications de ce genre-là. Ou alors, je donne du sens à ma vie parce que ma vie s'inscrit dans quelque chose d'ordonné, dans un cosmos, dans un réseau de sens qui va, le moment venu, la justifier. C'est une question vraiment fondamentale que nous allons travailler. Ça signifie que nous allons découvrir, très concrètement, la dimension normative du sens. Non pas simplement le sens comme un fait, tel mot veut dire telle chose, puis c'est tout, mais le sens comme normatif. Alors, il est grand temps de remettre les pieds sur terre, mais rassurez-vous, on ne les a pas vraiment quittés. On ne peut pas les quitter, hein, les pieds sur terre, quand on fait de la philosophie. Et donc, je vous propose de jouer avec moi à ce que je vais bientôt nommer la polyphonie, hein, des significations du sens, et de voir donc, à partir de quelques énoncés, je me limite au français, c'est déjà pas mal. Il y aurait évidemment à jouer avec d'autres langues, parce que tout ça est très marqué linguistiquement. Et puis, je vous propose de ressentir en vous-même, au moins implicitement, ce que vous entendez dans l'occurrence du mot sens. Je parle ici d'énoncés. Je n'ai pas choisi entre des synonymes. Est-ce que nous avons là une série de synonymes? Ça voudrait dire des mots différents qui désignent la même réalité. Ou est-ce que nous avons affaire à des homonymes, hein? Tu as vu, c'est un canon. Vous savez en français que c'est un homonyme possible qui donne deux situations pragmatiques un petit peu différentes. Bon, alors, première phrase, premier énoncé, quel est le sens de ce mot? Bon, c'est probablement, entre guillemets, le plus élémentaire. Enfin, du point de vue de notre vie, pas forcément du point de vue de l'ordre des raisons. Et c'est pourquoi je lui consacre cette leçon qui va continuer. Hein, quel est le sens de ce mot? Voilà une première signification du sens. Alors à ce moment-là, on va dire, oui, ça veut dire à peu près la même chose que signification. Alors on aura meaning, hein, effectivement, on voit Bedeutung, hein, oui, c'est des choses qu'on peut comprendre. Quel est le sens de cette phrase? Ça va être très important, on va le voir avec Saussure, puisque nous devrons peut-être même décider que ce n'est pas tellement les mots qui ont du sens, mais qu'il faut peut-être plus que du mot, c'est-à-dire de la phrase. Bon, voilà. Deuxième énoncé, ça n'a aucun sens de proposer ce traitement. Cette phrase, je l'ai entendue à plusieurs reprises dans des unités de soins, et elle a servi de point de départ à une réflexion que j'ai publiée, dont je vous reparlerai plus tard, sur la significativité dans les soins intensifs. Ça ne nous surprend pas. Hein. Vous entendez quelqu'un dans une équipe ou un membre d'une famille, d'un patient hospitalisé, ça n'a aucun sens de proposer ce traitement. Vous sentez que le mot « sens », ici, ce n'est pas l'équivalent de la phrase précédente. Il y a pourtant des points communs. On continue avec la phrase 3, c'est du français parfait, hein, vous me l'accordez, même si je suis enrhumé, tout est sens dessus-dessous. Et si vous me dites, ah oui, mais là c'est un homonyme, c'est deux mots différents mais qui se disent de la même manière, j'accorde. Ce n'est pas le problème pour l'instant. Tout est sens dessus-dessous. 4, respecter le sens giratoire. Oui, ça, c'est du français, on le comprend parfaitement, et on n'est pas gêné que ça soit le même mot qui est utilisé. 5, je ne vois pas le sens de tout cela. Le sens de tout cela, ce que ça signifie, ce que ça va chercher, qu'est-ce qu'il raconte.
Et puis j'évoque évidemment le célèbre ouvrage d'Alfred Adler, hein, le théoricien de la psychologie individuelle, qui s'appelle Le sens de la vie, Sinn des Lebens, hein, Sinn en allemand, donc le sens de la vie. Ben, on sent bien que le sens de la vie, ce n'est pas la même chose que dans la phrase 1, le sens de ce mot. Sauf si je vous demande, c'est quoi le sens du mot vie? Ah ben oui, mais ce n'est pas ça qu'on veut dire. Quand vous dites que quelqu'un parle dans le même sens que vous, en principe, vous ne faites pas allusion que vous parlez tous vers la gauche ou vers la droite. Pourtant, quand on dit dans le même sens, il y a une dimension directionnelle qui est très très importante. Vous me l'accordez. Et c'est d'ailleurs de cette façon-là qu'on va pouvoir se dire « Ah ben, nous sommes d'accord ». Nous sommes d'accord, même si l'un parle vers la gauche et l'autre vers la droite, parce que ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Si vous regardez la phrase numéro 8, qui a été beaucoup travaillée par un psychiatre allemand, cette patiente a perdu le sens commun. La notion de sensus communis, c'est une notion, je crois, très chère à Franck et à un certain nombre de ce qu'on nomme encore des kantiens. Hein. Sensus communis, le sens commun, sensus, ben oui, voilà, le sens commun, on n'est pas en train de dire que cette patiente a perdu son Becherel ou son petit Robert. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Elle n'a pas un problème lexicographique. Pourtant, elle a perdu le sens commun. Et puis, ce n'est pas les mêmes auteurs, là, ils sont contemporains, mais ce n'est pas les mêmes auteurs. Quelqu'un qui pourrait dire « Vive le commerce des sens », et ce n'est pas simplement de l'épicerie fine, on voit bien que de nouveau, on a une dimension tout à fait autre qui renvoie à la jouissance, évidemment, et qui renvoie aussi aux organes des sens, et pas n'importe lesquels. Parce que je ne crois pas que cette phrase « Vive le commerce des sens », on va l'utiliser beaucoup durant cette année Beethoven. Pourtant, il y sera question d'audition massivement, mais ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Quand René Descartes redit de façon plus ou moins ironique, c'est à discuter, que le bon sens est la chose du monde la mieux partagée, ah ben oui, le sens commun, le bon sens, oui. Quand vous dites, avec beaucoup de mérite, je n'ai aucun sens esthétique, vous ne comptez pas obtenir un subside de l'assurance maladie-invalidité, parce qu'on ne va pas vous conférer un niveau de handicap parce qu'il vous manque le sens esthétique. Alors que peut-être, s'il me manquait le sens du goût, ce qui est le cas ce matin, et que ça se prolonge, je pourrais peut-être obtenir une espèce de compensation pour mon agueusie ou mon anosmie. J'aurais perdu le sens du goût. Ici, il s'agit du sens esthétique. Est-ce qu'il s'agit de la même chose? C'est un total non-sens. Mes petites recherches philologiques m'ont montré que, figurez-vous, non-sens a une étymologie tout à fait autre que le mot sens en français, puisqu'il vient directement au XVIIIe siècle de nonsense en anglais. C'est assez surprenant. C'est pourquoi je vous l'ai mis. Et puis cette formule qu'on n'utilisait déjà plus au XIXe siècle, il nous parle d'un bon sens rassis. Le bon sens rassis, moi mes premières occurrences du mot rassis sont associées à du pain. Je ne sais pas ce qu'il en est pour vous, du pain rassis. Peut-être des personnes, je ne crois pas. C'était pas utilisé comme le répétitif de assis. Mais voilà, on voulait dire par là quelque chose effectivement d'un peu passé. Bon, ça c'est, je dirais, le constat d'une polyphonie qui n'est pas, me semble-t-il, une cacophonie. Vous me l'accordez? Ça n'est pas une cacophonie, c'est pas n'importe quoi. Vous me direz, c'est pas non plus du Palestrina. Bah, peut-être bien, effectivement. Mais quand même, il n'y a pas de fausses notes, il n'y a pas d'accord vraiment compliqué. Et si on essaye de prendre un petit peu distance, c'est-à-dire en réalité de faire de la phénoménologie, si on essaye de regarder l'essence de ces noyaux sémantiques, qu'est-ce qu'on voit? On voit, me semble-t-il, au moins 5 directions de sens ou 5 éléments qui vont, comme les bons ingrédients dans les bonnes recettes, être utilisés peu ou prou selon
la signification particulière du mot. Quand nous disons sens en français, nous sommes limités par la position francophone, c'est important de le dire. En réalité, c'est la position indo-européenne, romane indo-européenne, mais on peut en reparler. Il y a un premier élément sémantique, un premier noyau sémantique, qui est le noyau de ce qu'on va appeler la direction ou l'orientation. Ça, on le sent bien, d'où le sens giratoire ou le sens interdit. Donc il y a une dimension directionnelle, l'idée d'une orientation, ça va être une notion extrêmement importante, parce que ça signifie finalement que, c'est ce que je vais vous soutenir, c'est que le sens est de l'ordre d'une fonction mathématique. C'est-à-dire quelque chose qui nous conduit ailleurs, f de x, si vous voulez. Le sens, ce n'est pas le contenu d'une boîte ou d'un mot. Donc, premier élément, l'élément directionnel, orientation. Et vous comprenez tout à coup que le sens de ma vie, ça n'est plus nécessairement la signification de ma vie, ça peut être l'orientation de ma vie, comme le sens giratoire. Deuxième noyau sémantique, dans les langues romanes, c'est tout à fait frappant, c'est la dimension organologique, si j'ose dire, c'est-à-dire la dimension de sensibilité, de sensation, ces mots-là ne viennent pas de n'importe où, bien entendu, de sentiment. Et je me permets d'ajouter, même si ce mot-là, lui, vient d'un autre champ, d'émotion. Parce qu'après tout, c'est quoi une émotion, sinon un sentiment moteur, c'est-à-dire du sens qui pousse. Je pense que tripe ou pulsion est une forme de sens qui pousse, même si on ne sait pas où ça va. Ça, c'est autre chose, bien entendu. Cette notion, ce deuxième noyau sémantique est extrêmement important. En effet, si on le laissait de côté, si on l'ignore, on entre dans une phénoménologie purement abstraite et purement rationaliste du sens, ce qui a été souvent développé par des pensées spiritualistes, notamment. Je crois qu'il est très très important de garder, si j'ose dire, la chair du sens, c'est-à-dire sa dimension corporelle, incarnée, je dirais le moment venu, peut-être spatiale. Il se pourrait que le sens ait une dimension spatiale. Ça permettra le moment venu d'expliquer qu'il y a des gens qu'on appelle des agoraphobes ou des claustrophobes, c'est-à-dire des gens qui ont des troubles du sens dans des espaces qui, etc., etc. On en reparlera. Je crois qu'il y a une clinique du sens de ce point de vue-là. Troisième noyau sémantique. Et ça serait intéressant que vous puissiez me donner votre sentiment, parce que ce que je fais ici, c'est une description, entre guillemets, naïve, naturelle, réflexive, qui doit être prolongée et confrontée, bien entendu. D'abord dans le français, et puis en élargissant. Troisième noyau sémantique, l'idée de connaissance, de maîtrise et d'habileté. Ça, c'est une notion extrêmement importante et qui va être extrêmement délicate. Parce qu'on pourrait imaginer que le sens exige de l'être humain une forme de passivité, comme l'image de cinéma, comme n'importe quelle représentation, comme le paysage exige de vous tout simplement que vous ouvriez vos yeux et vos oreilles. Ce qui n'est pas si passif que ça, mais enfin. Ce que je suis en train de dire, c'est que le sens a quelque chose à voir avec l'agir, et notamment avec l'habileté. Avoir le sens esthétique, c'est pas simplement être tellement sensible aux harmoniques vivaldiennes, c'est ça aussi, probablement. Mais c'est probablement aussi, par exemple, une capacité de détection, d'enregistrement, de perception qui fait que un do dièse, c'est pas un ré mineur. Vous voyez à quoi je fais allusion? Alors que justement, si, il n'y a qu'une touche. Ah oui, mais précisément. Le quatrième noyau que je n'ai pas voulu faire venir trop vite, vous le comprenez, c'est évidemment ce que je vais nommer le noyau de signification. Le noyau de signification.
Le noyau de signification qui répond à la question « Qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce que c'est ?» C'est ceci, c'est cela. Il y a évidemment cette dimension qu'on pourrait dire d'identification, hein, cette dimension d'élucidation, on peut le dire comme ça. Mais ce qui me paraît, c'est que dans cette dimension de signification, il y a tôt ou tard une dimension de justification. C'est là qu'intervient la notion de sens de ma vie, qui n'est pas juste ce qu'elle veut dire, mais qui devient très vite ce qu'elle vaut et ce qu'elle peut valoir. Nous aurons à discuter la question de savoir si le sens de la vie, c'est juste la question de contenu, par exemple je m'embête, ou je fais des choses intéressantes, ou si c'est une question de valeur, ce qui est une toute autre logique et un tout autre calcul. Qu'est-ce qui donne valeur à ma vie, hein? Qu'est-ce qui, le moment venu, justifie ma vie? Et je mets vraiment en tout dernier, pour éviter que les cliniciens nous ramassent la donne, je mets en tout dernier ce qui est pourtant absolument essentiel, évidemment, dans le noyau sémantique, qui est la question de la raison. Bah oui, quand on dit cette patiente a perdu le sens commun, c'était une façon de dire qu'elle a perdu la raison. En tout cas, une forme de raison, on se comprend, hein. La raison, c'est-à-dire une forme de normalité. Dans ce sens-là, être hors sens, c'est une forme de anormalité, hein. Et puis, évidemment, la notion de conformité. On retrouve là la dimension normative de mise en conformité, parce que, finalement, si c'est hors du sens commun, à défaut d'être génial, c'est que c'est pathologique. On pourrait le dire de cette manière-là. Ça, c'est ce que j'entends dans cette polyphonie. Et alors, la gardant, vous l'avez toujours sous les yeux, vous le voyez. En gardant cette polyphonie, avec ces 5 noyaux sémantiques, vous voyez que la phrase qui nous paraît tellement simple, elle a le sens des affaires, c'est presque du Jean-Jacques Goldman, mais il manque la musique, hein. Elle a le sens des affaires. Vous et moi, nous la comprenons immédiatement, cette phrase, et pas forcément dans un sens complètement, oui, enfin ça dépend, négatif ou positif. C'est selon, chacun ses fantasmes, hein. Mais vous comprenez qu'elle a le sens des affaires si on fait de l'analyse textuelle à la liégeoise, parce que j'en suis pas complètement sorti, c'est comme l'autre de ses biscottes et de son thé, qui sont devenus entre-temps des madeleines, hein. On n'en sort jamais, évidemment, de son enfance ou de sa jeunesse. Eh bien, si on fait un peu d'analyse textuelle à la liégeoise, on se rend compte qu'elle a le sens des affaires, cette petite phrase qui passe partout et qui pourrait servir dans une conversation de recrutement, hein, par exemple, pourquoi pas, qu'elle signifie beaucoup, beaucoup de choses, en réalité. Parce qu'on pourrait dire qu'avoir le sens des affaires, c'est avoir une haute idée de ce que doivent être les affaires. C'est dans ce sens-là qu'on dit qu'il a le sens de l'État. J'ai posé en parler trop vite après la conférence de ce matin, mais c'est quand même de ça qu'il s'agit, avoir le sens de l'État. Ce n'est pas simplement de savoir comment un État ça fonctionne, hein. Avoir le sens de l'humain, ça ne veut pas dire simplement qu'on a fait l'assimile humain sans peine, hein. Non, ça signifie qu'on a une forme, effectivement, de normativité idéale. Il y a donc une dimension idéale qui va être très, très importante. Cette dimension idéale, j'y insiste, elle est d'une certaine manière escamotée, estompée, fatiguée, usée, vous savez, comme les vieilles marches d'escalier de bois, un peu usée par le passage du quotidien. Et le mot sens, aujourd'hui, n'est plus assez rugueux, ce qui fait qu'on peut l'utiliser comme finalement une couleur un peu passée, qui passe partout, et qui pourtant propose encore pas mal de choses à réfléchir. Alors j'avance pour construire, si vous le voulez bien, m'approcher d'Aristote et de Saussure, et pour construire une pensée philosophique
de cette capacité, j'ai envie de dire presque sensible, hein, parce que c'est bien la capacité du sens, la sensibilité. Et vous comprenez que ça n'a rien à voir avec la capacité de réception purement d'un certain nombre de stimuli. Hein. Alors pour ça, je fais l'hypothèse que le sens est une fonction. Je vais un peu rapidement sur ce qui est à l'écran pour l'instant. Nous y reviendrons largement dans 15 jours. Mais l'idée est la suivante, et c'est pourquoi je dois le poser quand même de façon provisoire, c'est que cette question de l'animal symbolique n'a de pertinence, j'ose pas dire de sens, mais n'a de pertinence que dans l'hypothèse dont nous ne pouvons pas sortir, à savoir qu'un animal est toujours au monde. Qu'un animal n'existe pas seul, qu'il est toujours à un monde, dans un monde, de façon différenciée, d'ailleurs, selon son état de veille, par exemple, selon sa santé, selon son âge, selon son état de fœtus, dans le cas des ovipares, dans le cas des vivipares en tout cas, hein, ou dans le cas de ceux qui sont sortis de l'œuf, ça donne un rapport effectivement fondamental au monde. Cette notion-là est très très importante parce que c'est seulement dans la mesure où il y a un dedans et un dehors, un ici et un là, un ir et un fort ou un da, comme vous voulez, c'est seulement dans cette mesure-là qu'il pourra y avoir un espace sémantique. Et on pourrait dire que la clé de cette fonction du sens, c'est de dire que d'une certaine manière, il y a un algorithme de base qui est ici, là. Phénoménologiquement, nous y reviendrons avec Husserl dans 15 jours. Ici, là, vous êtes là, c'est la 5e méditation cartésienne chez Husserl, vous êtes là, et ce qui se passe, c'est que moi, depuis mon ici, j'ai cette capacité de prendre en considération que mon là est votre ici, et que là où vous êtes est un ici d'où vous me considérez, qui fait que mon ici est votre là. Alors ça a l'air un peu du Raymond DeVos, mais en réalité, c'est essentiel, parce qu'après tout, ce qui est en jeu là derrière, ce n'est pas simplement les syndromes des pervers narcissiques, par exemple, hein, mais c'est fondamentalement aussi la constitution intersubjective, c'est-à-dire la capacité de considérer autrui comme alter ego. Et si on ne tombe pas dans le scénario paranoïaque à la Sartre, eh bien, je vais considérer que vous avez beau être là, pour moi, et à considérer que mon ici est votre là, et à tous me regarder avec beaucoup d'amitié, je vous en remercie, je ne me sens pas pour autant objectifié. Je ne me sens pas forcément aliéné. C'est tout ça qui va se jouer, bien entendu, plus tard en avançant. Mais on pourrait dire que la fonction mathématique fondamentale, l'algorithme, si vous voulez, du sens, c'est qu'au fond, il y a cette possibilité de ici, là, et que le sens, c'est un aller vers, un conduire, qui fait qu'un mot ici est plus qu'un mot. Le mot ici, par exemple, renvoie à la chose là. C'est un peu abstrait, mais c'est ce que nous pratiquons en permanence. Et c'est ça que je vais essayer de développer de façon un petit peu plus précise. J'avais appelé ça, pour éviter les paradoxes sémantiques, je voudrais appeler ça de la relationnalité. Et pour que vous puissiez tolérer ça suffisamment longtemps, sans faire de l'allergie immédiate, je fais mon coming out et je vous dis, j'appelle ça de la métaphysique. Là, c'est dit. Métaphysique. Après, on peut discuter. Et si vous préférez dire non, je préfère logique, pour moi, c'est bon. Hein. Mais moi, c'est vraiment de la métaphysique. Ce que j'appelle la métaphysique de la relationnalité. Avec Jonas, on parlait de biologie philosophique, ça marche aussi. Hein. Alors, c'est quoi l'idée ? C'est pas que je fais l'hypothèse, parce que je passe pas ma vie, pas plus que vous, à rêver tout haut dans ma bibliothèque. Je passe ma vie avec d'autres, dans des conduites pratiques, réflexives, cliniques parfois. Hein, c'est ça notre vie, bien entendu. Et donc, c'est pas trop que je fais l'hypothèse, c'est que je pars d'une situation que j'observe. Et c'est là que vous sentez si vous pouvez m'accompagner en disant « Ah ben oui, je l'observe aussi ». Et si vous me dites « Ah ben non, moi je ne vois pas du tout ça comme ça ben », c'est évidemment extrêmement intéressant que nous puissions parler. Alors moi, j'observe que les organismes vivants, connaissants, fondamentalement,
sont en mesure d'associer des éléments. Ces mots-là, il faut reconnaître qu'on ne les a pas inventés. C'est la fin du XVIIIe siècle chez les idéologues, c'est la psychologie allemande du XIXe siècle. C'est vraiment cette théorie de l'association. Mettre ensemble des éléments. Et on peut se dire que, effectivement, les animaux, de façon générale, les organismes vivants, ça signifie aussi les végétaux, hein, c'est évidemment très très important. L'ordre du vivant, en tout cas, dans l'ordre du minéral, il n'en irait pas ainsi. L'ordre du vivant implique, au fil de l'évolution, c'est-à-dire une série de situations qu'on peut appeler après coup d'essais et d'erreurs, hein, ou de réussites et d'échecs, au fil de l'évolution générale, mais aussi au fil de l'ontogenèse, c'est-à-dire au fil de l'expérience individuelle. On pourrait dire que cet organisme, vous voyez, je ne vais pas trop loin dans ma métaphysique, cet organisme devient capable de sentir le danger. Je ne vais pas trop loin. Hein. On va dire que, effectivement, tel ou tel organisme a pu développer le sens du danger. Je me suis un peu formé récemment sur un certain nombre de virus, figurez-vous de savoir pourquoi, et ben, je me suis rendu compte comment, effectivement, les virus ont pu s'informer largement sur le sens du danger. Le sens du danger et le sens de l'opportunité. Ce que je n'ai pas pu tester, c'est de savoir si un couple pacsé est plus susceptible qu'un couple marié par rapport à des échanges viraux. Ça, je n'ai pas pu tester. Mais manifestement, il y a là un apprentissage de l'opportunité qui est extrêmement intéressant. Vous voyez qu'on est dans une métaphysique extrêmement élémentaire, extrêmement riche, mais extrêmement élémentaire. Dans cet univers de vivant, le monde, et ici les mots vont être assez importants, le monde est fait d'indices. C'est quoi un indice? Vous avez des exemples. La fumée, hein, l'odeur, la couleur, le mouvement dans les feuilles. C'est soit un danger, soit une opportunité de déjeuner, quoi, hein, selon les situations. Donc, ce monde d'indices, faisons un instant de sémiologie, ce monde d'indices, c'est un monde d'événements. Un indice, c'est quelque chose qui est de l'ordre de l'événement, on peut le dire comme ça, et cet événement, il est causé par un autre événement. Il y a un grand métaphysicien américain qui a travaillé là-dessus, il s'appelle Colombo. J'y ai déjà fait allusion ailleurs. Colombo, vous le connaissez, hein, avec Saint-Garbardine. Colombo, c'est un métaphysicien de l'indice. Il voit des choses, et à partir des choses qu'il voit, effectivement, c'est strictement animal, mais au sens vivant, bien entendu, puisqu'on est dans un monde de causalité. C'est ça qui est un enjeu extrêmement important, un monde d'indices. Et on pourrait dire que, sauf apprentissage, il n'y a pas de place pour des indices arbitraires. Je prends un exemple. Imaginons un vivant, un organisme vivant qui entend le coucou faire coucou. Il va pouvoir l'identifier à sa manière comme un coucou. Et selon les cas, ça voudrait dire qu'il est temps de rentrer à la maison, hein, vous connaissez l'histoire, ou bien qu'il est temps de préparer le déjeuner, enfin, etc. etc. Hein. Il y a là un apprentissage de causalité, parce qu'un coucou, ça fait coucou. Mais imaginons, on est presque chez Andersen, ou chez Tex Avery, hein, imaginons un bœuf qui aurait appris à faire coucou, hein, là, il y a peu de chances que l'organisme vivant puisse décoder la chose, et il va y entendre un coucou avec la situation qui va suivre. Bon. Vous allez me dire, les chiens, et quand on dit les chiens, on pense à Pavlov. Les chiens de Pavlov qui associent la pâtée du repas avec le son de la cloche, ah bah oui, effectivement, c'est pas arbitraire. Enfin, si, c'est arbitraire, mais quoi? C'est appris. Ça n'a rien à voir. Donc effectivement, probablement que nous pouvons apprendre à un certain nombre d'animaux à reconnaître le coucou qui est réalisé par les bœufs, on peut l'imaginer, comme il n'est pas trop difficile d'apprendre à des chiens d'associer une chose, deux événements qui sont parfaitement arbitraires, qui sont sans lien entre eux, à savoir qu'il existe un son de cloche, par exemple, et puis que c'est l'heure du déjeuner, et donc la salive qui suit. Si vous m'accordez ça,
vous allez m'accorder quelque chose qui ressemble à la différence anthropologique. Donc, de nouveau, c'est du lourd, mais on doit discuter. Si vous m'accordez ça, alors nous pouvons poursuivre, puisque nous avons posé que l'être humain n'est pas autre chose qu'un animal vivant, en développement, en disant l'être humain connaissant associe des éléments au fil de l'évolution, au fil de l'expérience individuelle, même chose pour l'apprentissage du danger et de l'opportunité. On pourrait préciser peut-être qu'il est moins efficace, moins fiable que d'autres animaux, et on appellerait ça la néothénie. On peut en reparler si vous le voulez. Mais ce qui me paraît assez intéressant, c'est que lui, avec probablement d'autres espèces animales que nous allons nommer proches, sans que je sache pourquoi on les appelle proches, c'est pas simplement parce qu'elles seraient barbues, ça suffit pas. C'est pas simplement parce qu'elles crient fort et c'est pas simplement parce qu'elles ont un patrimoine génétique en commun. Je ne sais pas ce qui les rend proches. Mais ce qui les rend proches, c'est qu'il y aurait un développement de l'idée de causalité. L'idée de causalité, revoyez Hume sur la question, étant un type particulier d'association. À partir de ce moment-là, effectivement, une capacité d'induction, une capacité de déduction et une capacité linguistique sur laquelle je vais revenir de présentification. À ce moment-là, le monde que nous avons dit jusque-là, le monde d'indices, qui était, je crois, ce que Heidegger nommait le monde pauvre de l'animal ou du vivant, devient un monde d'indices, de symboles et de signes. Pourquoi ? Parce que les symboles et les signes vont se développer dans un lien arbitraire avec leurs références. Il ne sera pas nécessaire que le mot jambon d'Ardenne sente la fumée pour désigner du jambon d'Ardenne. On pourrait même le nommer encore autrement. Ça ne change rien. C'est ce que Saussure va nommer l'arbitraire du signe. On a donc là des associations qui ne sont pas indicielles, on a des associations qui sont liées à la causalité, nous en reparlerons, puisque nous verrons qu'il existe une forme particulière de causalité qu'on devra nommer la motivation. Je reprends mes billes et puis j'ouvre deux fenêtres, comme deux tableaux en perspective, et en vous rassurant qu'on n'aura pas le temps d'aller voir le détail dans le fond de la perspective ou du paysage. Ce qui me paraît être le cœur du dispositif que j'appelle ici symbolique. Et c'est cela qui serait le cœur, j'ai dit tout à l'heure l'algorithme, c'est un peu facile, mais en tout cas le cœur de cette polyphonie du sens. C'est à la fois un couple phénoménologique et une capacité humaine, ou en tout cas homidienne, ou en tout cas peu répandue dans les espèces que nous connaissons, qu'est-ce qu'il faut dire, d'attention. D'abord, le couple phénoménologique. Le couple phénoménologique, pour moi, il est vraiment essentiel. Et c'est ça, d'ailleurs, qui va déterminer, je pense, ce que c'est qu'une perception humaine par rapport peut-être même à des questions que nous allons rencontrer dans 5 à 6 semaines sur ce qu'on pourrait appeler des perceptions ou du sens d'intelligence artificielle. Parce qu'il est évident que l'intelligence artificielle va nous titiller sur ces catégories-là, bien entendu. L'idée est la suivante. Je me base un peu scolairement sur Husserl, idée 1, 1913. La présentation, Gegenwärtigung. La présentation, c'est que, très simplement, vous et moi, nous avons sous les yeux ce verre d'eau. Nous l'avons sous les yeux, moi d'assez près, vous de plus loin, ça n'y change rien. Ce verre d'eau est présent, on peut le dire comme ça, hein, c'est cette capacité d'être Gegenwart, hein, d'être présent, Gegenwärtigung, on est bien dans la présentation. Et puis il suffit d'assez peu de choses, même si je dois quand même en être prudent, pour faire l'hypothèse que, à ce moment-ci, si je vous parle du verre d'eau, vous avez parfaitement conscience de ce dont je parle.
Ça a du sens. Si je vous dis, vous pensez au verre d'eau que nous avons vu ensemble, bah, bien entendu, sauf si vraiment je vous ai beaucoup fatigué, hein, mais normalement non, alors que vous ne le percevez plus, en tout cas vous ne le percevez plus en direct, vous avez affaire à ce moment-ci, tout à coup, à une présentification, une Vergegenwärtigung. Et une présentification, c'est quoi? C'est de rendre présent quelque chose qui n'y est plus. Ce que nous faisons, dit Husserl, couramment dans le souvenir, je me souviens de telle chose, je me souviens du verre d'eau d'il y a quelques instants. C'est ce que nous faisons dans l'Erwartung, dans l'attente. Qu'est-ce que vous faites là, madame? J'attends le métro. Ah bah oui. Si vous êtes là pour attendre le métro, c'est que d'une certaine manière, vous le représentez en sachant qu'il n'est pas là. C'est ça la différence avec le délire, hein, vous le remarquez. Et puis, troisième situation assez intéressante, c'est ce que nous percevons au moment où je vous dis « Sapristi, qu'est-ce que je peux avoir mal à la gorge ?» C'est purement fictif, c'est juste pour travailler votre compassion. Qu'est-ce que j'ai mal à la gorge? Et vous me comprenez, même si vous n'avez pas mal à la gorge. C'est la notion d'Einfühlung. C'est-à-dire que je rends présent quelque chose qui n'est pas visible. Je vous rassure, ce qui marche pour la douleur, ça marche aussi pour le plaisir. C'est d'ailleurs comme ça que seuls les humains sont capables de simulation de la douleur ou du plaisir. Donc la présentification, c'est un élément tout à fait majeur, puisque c'est une façon phénoménologique de rendre présent quelque chose qui n'est pas là. Est-ce que le sens, par définition, ça n'est pas rendre présent quelque chose qui ne peut pas être là? Mais ce n'est pas parce qu'il ne peut pas être là sous les yeux, leibhaft, en chair et en os, qu'il n'existe pas. Et voilà quelque chose qui est assez intéressant. Autant, remarquez-le, que l'espace du virtuel, dont vous avez dû parler dans d'autres cycles de conférences, parce qu'après tout, payer par carte, hein, ça a quelque chose à voir avec ne pas payer en cash. Le cash, c'est la présentation. Le payer par carte, d'une certaine manière, c'est la présentification. Bon, ça, c'est une première distinction qui est absolument fondamentale. Et nous avons pu montrer, avec mes collègues, il y a bien longtemps, et puis on continue à le voir aujourd'hui, que pour peu qu'il y ait une fêlure dans le système, malheureusement, ça signifie souvent des troubles d'un certain nombre de circuits neuronaux chez nous. Dans la machine, c'est purement autre chose, hein, mais chez nous, c'est des neurones. Eh bien, pour peu qu'il y ait des lésions neuronales, eh bien, on va pouvoir distinguer des troubles de la présentation ou des troubles de la présentification, qui sont tout à fait caractéristiques. Soit d'atteinte neuropathologique ou d'atteinte psychopathologique. Et puis, l'autre chose qui est très importante, c'est ce que j'appelle la capacité d'attention. Pour le faire vraiment rapidement, parce que je vois que vraiment le temps passe plus vite que je ne tousse, la capacité d'attention, c'est que quand tout va bien, nous avons cette capacité de diviser notre attention entre un regard, je vais l'appeler ça un regard global, et un regard focal. C'est-à-dire que nous avons la capacité d'avoir une notion de vigilance finalement peu objectale. On pourra reparler de Winnicott là-dessus. Hein. Finalement, un certain rapport au monde qu'on pourrait dire brumeux, impressionniste, c'est le côté Turner de notre cerveau. Et puis, à d'autres moments, quelque chose d'hyper réaliste, effectivement, quelque chose qui est très focalisé. Au total, et c'est ça l'enjeu, c'est ça le monde dans lequel est possible l'existence d'un animal symbolique, l'enjeu, c'est d'avoir un monde à plusieurs plans, qui est une intuition qu'on trouve aussi chez Deleuze. Un monde à plusieurs contextes, à plusieurs horizons. Merleau-Ponty était un des premiers à le dire avec un peu d'emphase, un monde où les choses sont toujours co-données. Puisque c'est évidemment une fiction, quand je vous ai fait croire que vous perceviez ce verre, en réalité, oui, vous perceviez ce verre. Mais ce que vous perceviez, c'est un verre en situation. Même si mon langage fait que vous avez focalisé votre attention plutôt sur le verre que sur le bout de ma montre qui se trouvait en arrière-plan. Nous sommes donc toujours dans un monde de co-donation.
Imaginez que ça ne soit pas le cas, que quand je vous dis « regardez le verre », vous regardiez le verre. Eh bien, c'est un petit peu comme si je vous disais « regardez le mot », et puis vous regardez le mot, ce qui ne vous autorise pas à le comprendre. La compréhension, le sens du mot, sera dans un travail de réception, un travail peut-être aussi d'éveil de la codonation du sens. C'est là que, pour bientôt terminer, quitte à me dire que je récupérerai des choses dans les fois d'après, je voudrais évoquer un souvenir qui est un peu ancien aujourd'hui, qui est le passage de Paul Ricoeur, dont certains d'entre vous se souviennent peut-être. Il était venu à Liège enregistrer une émission d'Edmond Blatchen qui s'appelait « Nom de Dieu ». Vous vous souvenez certainement de cette émission de réflexion. Et nous avions eu une longue et très, très agréable discussion avec Ricoeur à cette occasion-là. Il était un peu affaibli par la maladie. Il restait extrêmement, extrêmement vivant. Et ça faisait partie du scénario de l'émission, rappelez-vous, que de choisir une phrase. Il y avait un objet, il y avait un symbole, il y avait une phrase. Et il choisit une phrase de la 5e partie de l'éthique de Spinoza, la proposition 24, qui dit la chose suivante: plus nous connaissons, plus exactement, plus nous comprenons, intelligimus, plus nous comprenons les choses singulières, plus nous comprenons Dieu. Cette intuition que, en comprenant les choses singulières, en saisissant, en percevant les choses singulières, mais pas comme tout à l'heure, un peu bêtement, à cause de moi, vous avez cherché ce verre d'eau et vous l'avez vu, et vous n'avez vu que ce verre d'eau. Mais pour peu que tout à coup, notre perception se fasse davantage patiente, silencieuse, j'ose à peine dire célébrante, mais pourtant il s'agit de ça. Il s'agit de s'ouvrir à la réalité, à la merveille du réel. Qu'est-ce qu'on voit? C'est comme dans les dessins pour enfants, on voit la queue du loup qui passe derrière, ou c'est le furet qui est passé par là, ou on voit tout simplement Dieu quelque part, co-donné. Ça, c'est l'intuition spinoziste pour des raisons qui lui appartiennent. Ce qui m'intéresse, c'est que Ricoeur, philosophe de l'herméneutique, philosophe du sens, pouvait la reprendre à son compte. C'est une façon de dire que comprendre les mots, c'est peut-être faire le pas indispensable pour comprendre la vie, pour comprendre le monde, pour donner un sens véritablement à sa vie. Si vous le permettez, je vais laisser de côté le passage d'Aristote, puisque l'usage, c'est de laisser un peu de temps, Franck, pour la discussion. Environ combien de temps? 5-10 minutes? Très bien. Parfait. Comme je suis en mauvaise santé, j'ai dû parler plus lentement, donc j'ai besoin de davantage de temps. Puis... Non, mais on joue le jeu, Franck, bien entendu. Bien entendu. Je vais laisser de côté le Périherménéas d'Aristote parce que c'est tellement riche que ça mérite d'être relu et nous pourrons le faire sans aucune difficulté avec Ricoeur dans 2 conférences, véritablement. Ce qui m'intéresse beaucoup chez Aristote, c'est la question du lien de symbolicité, comme vous le voyez, et puis cette intuition, ça je vous le dis quand même, que chez Aristote, la signification d'une proposition renvoie toujours à une capacité à dire vrai. Tout à l'heure, vous vous souvenez, c'est une décision que nous avons prise en début de conversation, en se disant, on peut poser la question du sens et la décoincer de la question du vrai-faux. Ça voudrait dire qu'il peut y avoir du sens qui n'est ni vrai ni faux. Aristote est un des premiers à avoir développé cette idée-là, avec l'idée de ce qu'il appelle les futurs contingents. Et c'est une idée extrêmement intéressante parce que c'est l'idée selon laquelle, si nous sommes dans un monde déterminé, ce qui se passe demain est évidemment déjà calculable, puisque c'est déjà déterminé, et donc on peut avoir dès aujourd'hui des propositions vraies ou fausses sur ce qui se passe demain, puisque c'est déjà joué. Mais pour peu que ça ne soit pas joué, qu'on soit dans une forme d'indéterminisme, dit Aristote, c'est ce qu'il appelle le futur contingent. Ça suppose par exemple que j'ai envie ou pas envie, et en fonction de ça, ça change tout. Eh bien, on doit pouvoir dire que certaines propositions ne sont ni vraies ni fausses. Elles ont donc une signification, mais pas de valeur de vérité. C'est une notion qui est assez intéressante, mais que nous reprendrons un petit peu plus tard. Et je vais conclure avec le maître, vraiment le maître de ces questions,
qui est Ferdinand de Saussure et son cours de linguistique générale. L'idée absolument géniale de Saussure, qui a changé complètement notre abord de ces questions, et il faut reconnaître le point de départ même des sciences humaines à partir du XXe siècle, Lévi-Strauss a été un des premiers à le montrer, c'est effectivement cette nouvelle conception du signe linguistique qui consiste à dire, mais au fond, d'abord on ne parle plus tellement de mots, parce que ça peut être un mot, ça peut être un monème, ça peut être une phrase, disons donc signe linguistique. Ce signe linguistique, il est composé de deux réalités qui ne sont pas des réalités substantielles. Ça, c'est absolument essentiel. C'est ça qui va permettre de penser d'ailleurs Lacan, évidemment, à partir de là. L'idée est la suivante, et je vais partir directement d'ici. L'idée est la suivante. Le signe linguistique, alors le signe linguistique, c'est quoi? Imaginez le mot cheval. On ne l'écrit pas, parce que là, c'est encore plus compliqué. Simplement, cheval, je vous dis cheval, bon, ok. Je peux le dire dans une autre langue, et ce sera autrement. Je dis cheval. Eh bien, cheval, c'est d'abord un signifiant, cheval, et puis c'est un signifié, cheval, forcément. Alors, l'idée de Saussure, c'est qu'il est très important de montrer que ça, c'est le signe linguistique, alors que le cheval, avec ses quatre pattes, il est évidemment là, comme un référent dans le monde extra-mental. Il y a bien le cheval. Le cheval, il est là, l'objet, il est là, c'est ce que Frege appellera, le moment venu, la référence. Mais où ça devient assez drôle, c'est de pouvoir se dire, oui, mais ce qui est vrai pour le contenu, à savoir qu'on est seulement dans une forme de contenu, comme dit Saussure, on n'est pas dans la substance, on est donc en dehors de tout réalisme positiviste, on n'est pas là-dedans. Ce qui est drôle, c'est que c'est même vrai pour le signifiant. J'ai moi-même enseigné le français langue étrangère pendant quelques années, et je me souviens d'avoir travaillé avec mes étudiants un certain nombre de postures qui sont évidentes pour des étudiants francophones ou pas francophones. Si je vous dis, vous savez, j'ai l'intention d'acheter une nouvelle voiture, je pense que vous n'allez pas avoir trop de difficultés. Alors, vous avez raison, c'est bientôt le salon de l'auto. Pourtant, ce que vous avez entendu, ce n'est pas forcément exactement du français. Et si je vous dis, parce que cette fois-ci j'ai changé, je suis plus polonais et je suis plutôt espagnol, et je vous dis, vous savez, j'ai l'intention d'acheter une nouvelle voiture, vous n'avez pas non plus trop de difficultés. Ça signifie que ce que vous avez entendu, c'est évidemment un son périodique, c'est un son physique, mais ce qui compte, et c'est là-dessus qu'on joue, c'est une réalité mentale. On va le dire autrement, ce qui est du côté de la réalité, ce sont des ondes physiques, mais ce qui est du côté du sens, ce sont les phonèmes. Et ces phonèmes, ce qui est drôle, c'est qu'on peut les prononcer plus ou moins correctement, d'où les différents accents que l'on peut avoir. Qu'est-ce qu'on peut tirer comme leçon de cela? Parce que ça, c'est vraiment de la linguistique élémentaire. Eh bien, on doit en tirer une leçon fondamentale, qui est celle-ci. C'était vraiment une intuition très forte de Saussure, dont je n'ai pas eu le temps de vous dire qu'il avait envie de faire toute autre chose, mais qui s'est rendu compte que c'était tellement confus, les sciences du langage, qu'il fallait s'arrêter et mettre un peu d'ordre. C'est comme ça qu'il construit la linguistique générale. C'est de dire, vous savez, attention, contrairement à ce qu'on pourrait croire, une langue, ça n'est pas une nomenclature. Ce n'est pas un dictionnaire qui consiste à mettre des mots, c'est-à-dire des noms, à tous les objets qu'on peut trouver. Et puis on pourrait croire en plus que chaque année, on rajoute des mots et puis on en supprime d'autres parce qu'on ne les utilise plus. Comme s'il y avait de nouveaux types d'asperges qui apparaissent, il faut un nouveau mot, et puis il y a tel type de radis qui n'existe plus, on le laisse tomber. Ça, c'est un modèle qui est un modèle positiviste assez intéressant. C'est d'ailleurs comme ça que fonctionne Google, puisqu'on aurait un réservoir d'un certain nombre d'étiquettes qu'il faut générer et puis qu'il faut entretenir. Or, dit Saussure, la langue, c'est pas ça. La langue, c'est une vision du monde qui fait que, fondamentalement, il se pourra que nous ayons 3 mots pour désigner quelque chose qui est quand même unique, mais qui est vu de 3 manières différentes. Et c'est là que mon grand-père m'a été précieux dans ma petite enfance, quand il m'appelait les mots wallons de la région de Beaumont, dans la botte du Hainaut, pour nommer l'humidité et la moisissure. J'en avais noté 15 différents, en wallon. Et il aimait beaucoup me dire qu'en français, c'était bête parce qu'on devait dire c'est du moisi, ce qui n'était pas complètement faux. Ça va être une notion très importante pour la suite de ces conférences,
Parce que ça signifie que notre espoir de travailler le sens n'est pas du côté d'une réalité empirique, substantielle, du sens qu'on pourrait découvrir comme de l'azote ou un gaz rare, mais que le sens est de l'ordre du mental. Et la question qui va se poser est d'autant plus difficile de savoir si ce mental a un rapport avec de l'extra-mental. Est-ce que nous allons pouvoir nous payer le luxe d'une espèce de voyage jusque chez Mars? C'est ce qu'a pu faire Platon, c'est-à-dire là où vivent les idées, en se disant que quelque part existent effectivement, dans un sens plein, ces fameuses idées. Est-ce que nous allons pouvoir penser le sens autrement que le sens qui fonctionne dans ma petite tête, autrement que le sens qui fonctionne dans une langue ou dans une culture, mais qui serait le sens des choses? Ce sont des questions qui personnellement me passionnent et j'espère que nous allons continuer à la partager. Merci beaucoup.